Un tout nouveau bébé nous est né dans le secteur des médias au Bénin. Il s'agit de l'Union nationale des médias en ligne au Bénin, UNAMEL Bénin. C'est pour consolider les acquis et nous organiser pour défendre nos droits, nos intérêts matériels et moraux et discuter de nos problèmes avec les autorités en charge de les solutionner que nous avons décidé en toute responsabilité, après plusieurs mois de consultation, de nous constituer en association. Porté sur les fonds baptismaux ce samedi 9 mars 2024, au détour d'une assemblée générale constitutive dans cette salle de conférence de l'ISMA à Cotonou, les congressistes ont élu et installé les membres du bureau exécutif de l'UNAMEL Bénin. C'est Barnabas Orokuma, promoteur du groupe de presse d'Abarou, qui est élu président de cette organisation. Aujourd'hui, les médias en ligne constituent incontestablement une des sources les plus adulées en matière d'information, de sorte que, par effet de contamination, les canaux classiques qui ont longtemps gardé le monopole de l'information se voient obligés de migrer vers le numérique pour rester présents dans ce siècle où le progrès technologique se fait à la vitesse de la lumière. Mesdames et messieurs, vous êtes conscients que pour notre survie dans cet univers des médias en ligne dans lequel on assiste à toutes sortes de dérives qui ternissent l'image de ce digne métier que nous avons choisi d'exercer, nous unir était plus qu'un impératif. Je ne perds pas espoir de ce que chacun de nous est bien armé pour faire passer l'intérêt général avant le sien. Restons soudés pour avancer car, comme le dit un adage de chez nous, l'oiseau n'est grand que dans son plumage. Mesdames et messieurs, l'heure n'est pas au beau discours. C'est plutôt le moment de passer à l'action, car le chantier qui nous attend est vaste et nécessite la force des uns et des autres. C'est le moment de donner à notre union la place qui est la sienne dans le landerneau des associations des professionnels des médias au Bénin. Le nouveau bureau a d'énormes ambitions pour la révolution et le développement des médias en ligne ayant une existence légale au Bénin. Il reçoit tout de même des conseils de quelques responsables invités à ce congrès. Je voudrais aussi vous demander d'occuper le champ fondamentalement et de faire rêver un peu l'ensemble de ceux qui vous font confiance et de pouvoir déclencher les synergies nécessaires en ce qui concerne le renforcement des capacités que vous pouvez avoir au niveau de toutes les structures du pays en charge du numérique. Je parle du ministère du numérique, de l'ARCEP, et de se battre pour que le fonds de dividendes numériques, qui est un fonds installé depuis 2014 par la loi sur le numérique, puisse profiter en termes de renforcement, en termes d'appui au niveau des médias en ligne. Pour un professionnel des médias qui décide de travailler en ligne, il faut qu'on arrive à faire la différence entre cet acteur de médias-là, professionnel qui détient sa carte de presse, qui travaille dans un média qui est autorisé, qu'on puisse faire cette différence avec un kidam ou un monsieur, madame, tout le monde, qui fait également une production ou qui publie des informations en ligne. Et c'est à ce titre-là que, par exemple, l'ODEM pourra être saisi. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est important que les différents médias puissent avoir les autorisations nécessaires. Que le nouveau bureau puisse travailler à tendre la main à tous les autres médias en ligne officiels reconnus. Et au-delà de cette unité que je souhaite pour le monde des médias en ligne, que l'association ou l'association qui va naître puisse prendre toute sa place au sein de l'Union, au sein de l'UPMB. Que les employés au niveau de ces médias en ligne puissent se retrouver effectivement au sein de l'UPMB et que les promoteurs qui ne sont pas de la presse puissent se retrouver au sein du CNP à Bénin pour continuer à travailler, à renforcer ces acquis que nous avons. Barnabas Orokuma aura donc la lourde mission de diriger UNAMEL Bénin pendant 4 ans avec une équipe de 8 membres. La photo de famille a mis un terme à ce congrès. À l'Institut national de la femme, nous recevons tous les jours des femmes abîmées par les violences domestiques, conjugales, en milieu de travail.
celles qui sont économiquement vulnérables ont d'abord besoin d'une autonomisation émotionnelle, psychologique, d'une sortie de l'emprise et de l'ignorance qui leur fait croire qu'elles n'ont pas le choix de refuser de subir la violence. Pour nous, il est clair que l'heure est à l'investissement dans le renforcement des compétences et de la résilience des femmes par la formation, le mentoring, le coaching, le soutien, la documentation numérique sur les questions de découverte de soi, de compétences personnelles et professionnelles, d'estime de soi, de confiance en soi, d'intelligence émotionnelle, dans des formules intégrant leur contexte culturel. La protection des droits des femmes et des filles et leur accès à la justice en cas de violation de ces droits, c'est la mission principale de l'Institut national de la femme. Et nous sommes heureux de savoir que nous disposons désormais d'un outil performant que constitue la plateforme Ci-de-Feu de l'Observatoire de la famille, de la femme et de l'enfant, dans sa forme actualisée à l'initiative de Madame la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, plateforme qui compte maintenant 342 indicateurs désagrégés par sexe et par âge, au lieu de 144 qu'il y avait auparavant, dont 120 adressent les questions de violences faites aux femmes et de violences basées sur le genre, et plusieurs autres domaines innovants. Nous sommes réunis pour reconnaître et célébrer, mais aussi pour réfléchir. Reconnaître et célébrer les contributions inestimables des femmes béninoises au développement de leur pays, de l'Afrique et du monde. Réfléchir à la meilleure manière d'investir dans l'avenir de la femme béninoise. Cela veut dire investir dans la femme d'aujourd'hui et dans la fille qui est la femme de demain. Investir dans les femmes, c'est investir dans un avenir plus prospère et plus équitable pour tous. Et quand je dis investir, je ne veux pas seulement dire accepter quelques frais additionnels ici ou là. Je ne veux pas dire faire des dons, seulement des dons à des organisations de femmes et puis prendre des photos. Je veux dire, ça peut passer par là, mais moi je vois quelque chose de plus grand, de plus valorisant et de plus structurant. La santé, l'éducation et le développement des capacités, y compris les capacités en matière de technologie et du numérique, la promotion du leadership féminin. Excellences, distingués invités, Mesdames, Messieurs, le Bénin a fait des progrès notables dans la promotion de l'égalité des sexes, mais beaucoup reste à faire. En cette journée internationale des femmes, nous honorons les femmes et les filles du monde entier et nous saluons tous les résultats qu'elles ont obtenus dans la lutte pour l'égalité. Les femmes et les filles ont réalisé des progrès considérables en renversant les barrières, en déconstruisant les stéréotypes et en montrant la voie du progrès vers un monde plus juste et plus égalitaire. Pourtant, elles se heurtent à d'immenses obstacles. Des milliards de femmes et de filles sont marginalisées et font face à l'injustice et à la discrimination, tandis que l'épidémie persistante de violence à l'égard des femmes reste une honte pour l'humanité. En cette journée internationale des femmes, nous sommes aux côtés des femmes et des filles qui luttent pour leurs droits et nous nous engageons à accélérer les progrès. La CEDEAO a levé les sanctions. Ça ne concerne que les pays de la CEDEAO. Maintenant, l'UMOA a levé ses sanctions. Nous les félicitons, nous les remercions. Et voilà, nous remercions aussi le président Patrice Talon qui a œuvré pour la levée des sanctions. Et que c'est très bien. Il l'a dit ici et il l'a continué là-bas à Abuja. Et on a vu vraiment qu'il y a eu levée des sanctions. Mais trop tard. Parce que le Niger a déjà quitté la CEDEAO. Ce qui intéresse aujourd'hui le Niger, c'est l'humour. Point barre. Par rapport à l'ouverture des frontières, le Bénin a ouvert ses frontières, ça a été officiel. Parce qu'il y a même les ministres qui sont allés là-bas visiter l'ouverture des frontières, et pas les moindres. Des grands ministres sont allés là-bas
Mais aujourd'hui, si le Niger maintient toujours, ce n'est pas une affaire de CEDEAO ou bien une autre organisation. C'est d'ordre sécuritaire. Le Niger, lui, il se protège d'abord. C'est pas comme ça qu'il faut lever les frontières quand tu sens une menace d'autre part. Voilà pourquoi le Niger, encore jusque-là, n'a pas encore ouvert sa frontière. Mais elle l'ouvrira d'ici là. Mais il faut qu'il s'y prépare davantage. Nous sommes vraiment dans un monde aujourd'hui, je veux dire, de guerre. Nous sommes déjà en guerre. Quand tu es en guerre, il faut prendre des précautions. Aujourd'hui, si le Niger arrive, je le dis, ça c'est moi qui le dis. Si le Niger arrive aujourd'hui à commander des scanners au niveau de ce pont-là, il peut voir tout ce qui se passe, tout ce qui passe sur le pont. Pas de souci. Pourquoi ne va-t-il pas ouvrir la frontière? Mais le passage est ouvert à toute la population. Nous avons été au Niger il n'y a même pas 2-3 semaines. On était au Niger dans le cadre du Fonds de solidarité. Et on a passé par le fleuve sans problème. Et plus de des milliers de personnes passent chaque jour. Ils partent au Niger, les Nigériens viennent au Bénin. La population n'a aucun souci là-bas. Maintenant, c'est l'ordre économique qu'il faut voir maintenant. Par exemple, les gros camions pour passer le pont. Pour passer le pont, c'est ça. Et même si ces jours-ci, là, même si le Niger ouvre sa frontière, le pont ne passe pas en réalité parce qu'il y a un pont qui est endommagé, qu'ils sont en train de réparer. Ça là, peut-être les gens oublient ça dans leur dire. Il n'y a pas de problème entre les Nigériens et les Béninois, ce que moi je sache. Il n'y a pas de problème. Le problème qu'il y en a aujourd'hui, c'est d'ordre économique. Est-ce que tu comprends? Et là aussi, chacun cherche son intérêt. Mais tu ne peux pas aller là où il n'y a pas d'intérêt. Est-ce que tu comprends? S'il n'y a pas d'intérêt, qu'est-ce que tu vas aller chercher quoi? Dites-moi clairement. Aujourd'hui, tous les importateurs nigériens qui sont là, ils attendent qu'on les rembourse. Ils attendent qu'on les rembourse. Ils ont payé, ils ont pris comment dirais-je, leur conteneur, ils sont partis. Mais ils ne peuvent plus revenir. Parce que la situation dans laquelle ils étaient à l'époque, c'est même pitoyable. En banque, tu ne peux pas trouver de l'argent. Même si tu veux 2 millions, 3 millions, tu vas faire une semaine. Et si tu as une surestarie de une semaine ici, quand est-ce que tu vas prendre de l'argent là-bas pour venir payer? La banque te bloque, la compagnie te bloque. Comment tu vas faire? C'est que ça veut dire qu'ils sont laissés à eux-mêmes. Ils n'ont pas de défenseur. Personne n'est venu aussi à leur secours. C'est ça qui fait mal. Personne n'est venu à leur secours. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut rien faire. Si on veut qu'on travaille ensemble correctement, mais rendez ce que vous avez pris. Rendez ce que vous avez pris. Au moins 287 élèves d'une école primaire ont été enlevés par des hommes armés dans l'état de Kaduna au Nigeria. Les rançons versées par les autorités et les familles des otages nourrissent le phénomène. Ils savaient très bien que s'ils attaquaient des écoles et kidnappaient des élèves, le gouvernement subirait des pressions pour négocier avec eux et d'énormes sommes d'argent leur ont déjà été versées, qu'ils utilisent pour acquérir des armes et kidnapper davantage de personnes. Le pays semble ne pas connaître de répit en la matière depuis le kidnapping de 1500 étudiants de Chibok dans l'état de Borno il y a 10 ans. La pratique met en péril le système éducatif nigérian. Le danger des attaques contre les écoles est qu'elles dissuadent les parents de laisser leurs enfants aller à l'école et qu'elles détruisent le tissu de notre système éducatif et de notre pays. Si l'analyste note une baisse de la fréquence des exactions contre les écoles, il appelle à davantage de ripostes alors que les rançons permettent de renforcer l'arsenal des assaillants. La fréquence des attaques contre les écoles a diminué de même que les attaques sur les routes. Mais il faut faire plus car la situation s'aggrave. Et si nous n'y mettons pas un terme, nous finirons un jour par constater que toutes les écoles des zones rurales ont été fermées.
L'appréhension est grande. Selon un conseiller de l'International Crisis Group, les enlèvements de masse au Nigeria constituent l'entreprise criminelle sans doute la plus lucrative dans la zone nord-ouest en raison du volume des rançons. Au Nigeria, 15 élèves d'une école islamique dans l'état de Sokoto, dans le nord-ouest du pays, ont été enlevés par des hommes armés samedi matin. Cet enlèvement est intervenu après celui d'au moins 300 élèves dans la même région, 48 heures plus tôt. Ils sont arrivés par dizaines à moto, tirant de façon sporadique et aléatoire. Ils ont encerclé l'école et bloqué le passage à tous ceux qui voulaient apporter de l'aide depuis la ville. Ils ont bloqué toutes les routes et sont partis avec plus de 200 élèves de l'école primaire de Kuriga 1. La police s'est lancée à la poursuite des ravisseurs. Les proches des élèves kidnappés sont sous le choc. Les enfants étaient à l'école lorsqu'ils ont été attaqués. Les hommes armés ont encerclé leur école. Les plus forts ont réussi à s'échapper, d'autres pleuraient. Mais les hommes armés poursuivaient leur opération. Les parents attendent avec impatience des nouvelles concernant le sort réservé à leurs enfants enlevés samedi. Nous pleurons, nous demandons de l'aide au gouvernement et à Dieu. Mais ce sont des hommes armés qui décideront de ramener ou pas nos enfants. Les enlèvements d'enfants sont fréquents dans le nord du Nigeria. En 2014, plus de 200 écolières ont été enlevées par des extrémistes islamiques à Chibok, dans l'état de Borno. Ces hommes armés, appelés bandits par les autorités, ciblent les écoles pour obtenir des rançons. Le Parti des peuples africains a porté son choix samedi sur Laurent Gbagbo pour défendre ses couleurs lors de la présidentielle de 2025 en Côte d'Ivoire. L'ancien président ivoirien a accepté la décision prise par le comité central de son parti. Ce choix intervient alors même que Laurent Gbagbo a été radié des listes électorales suite à sa condamnation à 20 ans de prison dans le cadre du procès pour le braquage de la Banque des États de l'Afrique de l'Ouest en 2011. Ce qui l'avait empêché du reste de voter pendant les locales de septembre dernier dans son pays. Il a depuis été gracié mais pas amnistié. Gbagbo, 78 ans, a dirigé la Côte d'Ivoire de 2000 à 2011. Au Sénégal, la campagne électorale pour la présidentielle du 24 mars a été lancée samedi. Et c'est à pas de course que les 19 candidats en lice vont tenter de rallier les électeurs à leur cause. La campagne se déroulant en 12 jours au lieu de 21 comme le veut le code électoral sénégalais. Le candidat Khalifa Sall est déjà dans l'arène. Aujourd'hui, là, j'essaie d'aller justement vers une rupture, mais une rupture dans la sérénité et la tranquillité. Faire en sorte que tout ce qui s'est fait au Sénégal depuis ne puisse plus se passer. Et ça, c'est Khalifa, l'homme de la situation. Autre prétendant à la succession de Macky Sall, Bassirou Diomaye Faye. Problème, le porte-étendard de l'ex-parti d'Ousmane Sonko, le PASTEF, est en prison depuis près d'1 an. En attendant, ses partisans déclinent le Sénégal de leur rêve. Nous voulons une vie moins chère. Nous voulons une vraie démocratie. Nous voulons une liberté d'expression. Nous voulons une liberté d'opinion. Nous voulons simplement un pays où chacun exprime ses propres volontés sans craindre la force de l'État. Le scrutin prévu initialement le 25 février avait été reporté par Macky Sall. Grâce à la mobilisation du peuple sénégalais dans toutes ses franges, nous avons pu aujourd'hui obtenir un jour d'élection à célébrer. Le glissement du calendrier électoral a plongé le Sénégal dans la crise. Un report est toqué par le Conseil constitutionnel.
Hôpitaux, chemins de fer, routes, ponts et autres, la Chine participe à la réalisation des infrastructures en Sierra Leone, fruit d'une coopération entre les deux pays vieille de plus de 5 décennies. Une relation saluée par le président sierra-léonais lors de sa visite à Pékin début mars. Après 52 ans de relations diplomatiques avec la Chine, la République populaire de Chine, je pense que nous sommes bien placés pour qualifier ce pays de partenaire fiable et sûr. À plusieurs reprises, contre vents et marées, les valeurs ont été respectées. Lorsqu'elle a promis, elle a tenu ses promesses sans poser d'exigences inutiles. Et lorsque nous sommes dans le besoin et que nous leur demandons de l'aide, comme nous le ferions normalement, ils répondent toujours positivement. Mais des voix s'élèvent de plus en plus pour dénoncer la coopération entre la Chine et les pays africains. Le modèle chinois serait à l'origine du surendettement de plusieurs États sur le continent. Alors que le mois sacré du Ramadan débute cette semaine, un général de l'armée soudanaise a exclu l'idée d'une trêve pendant le jeûne si les forces de soutien rapide, RSF, ne quittent pas les sites civils et publics. Le commandant adjoint de l'armée, Yasser Al-Attah, s'est exprimé après un appel au cessez-le-feu du Conseil de sécurité des Nations Unies. L'armée venait de revendiquer des avancées à Omdurman et une partie de la capitale. Monsieur Attah, dont la déclaration a été publiée dimanche sur la chaîne Telegram officielle de l'armée, a indiqué qu'il ne pouvait y avoir de cessez-le-feu pour le Ramadan que si les forces de soutien rapide respectent l'engagement pris en mai dernier lors des pourparlers de Jeddah sous médiation saoudienne et américaine. Les RSF s'étaient notamment engagés à ce que Mohamed Hamdan Dagalo ne joue aucun rôle dans la politique ou l'armée du Soudan à l'avenir. Alors que le top départ du Ramadan doit être donné lundi ou mardi, vendredi, la communauté musulmane du Kenya annonçait déjà les couleurs. Entre courses au marché principal de Nairobi, la capitale, et prières à la mosquée pour préparer le mois sacré de leur religion. Je salue le Ramadan. Allah nous a permis de le faire. Que Dieu soit loué. Nous sommes heureux en tant que musulmans. Nous prions Allah de nous permettre d'atteindre le prochain Ramadan. Tout va bien. Que Dieu soit loué. Au Kenya, pays majoritairement chrétien, l'islam est la deuxième religion avec 11% de la population, selon le recensement de 2019. Avec le Ramadan, c'est une vie faite de privation qui commence pour cette population. Partout dans le monde, les musulmans sont aujourd'hui prêts à faire les prières nocturnes, à jeûner pendant la journée du Ramadan, à donner la sadaka et la zakat autant que possible. Ils doivent tendre la main à ceux qui sont moins chanceux dans notre société et s'entraider pour résoudre les problèmes socio-économiques auxquels nous faisons face. La population musulmane du Kenya a été introduite par des marchands arabes qui sont arrivés sur la côte Swahili vers le 8e siècle. Des policiers haïtiens patrouillent sur le Champ de Mars à Port-au-Prince, théâtre d'affrontements entre gangs. Des voitures calcinées témoignent de l'ampleur des violences. Samedi, une femme gisait dans la rue après avoir reçu une balle à la jambe lors des échanges de tirs entre les gangs et la police. Alors que des familles fouillaient la capitale, livrées au chaos. Les gangs sont venus avec de gros fusils. Nous n'avons pas d'armes et nous ne pouvons pas nous défendre. Nous souffrons tous, les enfants aussi. Les dirigeants des Caraïbes ont appelé à une réunion d'urgence en Jamaïque avec les États-Unis, le Canada et la France lundi, afin de trouver une issue à la spirale de la violence des gangs dans le pays. D'après nos rapports, la situation sur le terrain reste désastreuse et nous préoccupe beaucoup.
Dans le même temps, nous avons pris la décision en tant que communauté d'écrire aux chefs d'État et de gouvernement des principaux pays avec lesquels Haïti est engagé en tant que partenaire clé, les invitant à rencontrer les chefs de la CARICOM à Kingston, en Jamaïque, le lundi 11 mars, afin d'aborder d'urgence cette situation et toutes les autres questions essentielles à la stabilisation et à la sécurité, ainsi qu'à la fourniture d'une aide humanitaire d'urgence au peuple haïtien. Depuis l'intensification de la violence dans leur pays le 29 février, au moins 15 000 Haïtiens ont été obligés d'abandonner leurs habitations.